Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Sorcellerie et arts martiaux en Afrique. Je dédie ce travail dont je n'ai été au final qu'un simple exécutant à mon père, HYNEMEZEBUS Okori, qui m'a donné le goût de l'effort et la ténacité pour m'accomplir physiquement, moralement et intellectuellement. Ma mère, MEYIEMOWONO Marie-Louise, et ma tante MEYOGUE Rebecca pour leur soutien, car elles ont su me redonner courage, confiance et m'ont appris la persévérance et m'ont inculqué la volonté de toujours aller au bout de mes désirs. Remerciements. En premier lieu, je tiens à exprimer ma gratitude à Monsieur Julien Bonhomme, anthropologue au département de la recherche et de l'enseignement au musée du Quai Branly, qui m'a initié au monde difficile mais non moins exaltant de la recherche scientifique. Sans ses précieux conseils, ce livre n'aurait jamais vu le jour. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du professeur anthropologue François Laplantine, du professeur anthropologue Lionel Obadia, Lyon 2, et à messieurs Medzeg Joël Jadot, enseignant au département d'anthropologie, UOB, Kialo Paulin, anthropologue, chercheur à l'IRCH, CENAREST, et l'anthropologue Ludovic Mbanzeng, enseignant au département d'anthropologie, pour leurs encouragements. Toute ma gratitude à mademoiselle Djoktan Nwenanga Dominique, microbiologiste à l'université Lyon 1, pour son concours matériel. Un merci particulier au professeur Daniel Colson, qui a bien voulu préfacer ce modeste travail. Préface. Mes recherches et mes centres d'intérêt portent sur l'anarchisme ouvrier et la pensée libertaire. Il peut donc paraître étonnant qu'Olivier Nguema Akwe m'ait fait l'honneur de me demander une préface. En effet, quel rapport les sports de combat et la sorcellerie des Fangs du Gabon pourraient-ils bien entretenir avec un projet politique né en Europe, au lendemain des Lumières et au moment où cette même Europe se préparait, au nom des Lumières justement, au nom du progrès et de la raison, à imposer à l'ensemble de l'Afrique la morgue et la bassesse mercantile de sa domination? Dans un livre qui est loin de tenir les promesses de son titre, Les bannières de la révolte, anarchisme, littérature et imaginaire anticolonial, la naissance d'une autre mondialisation 1, l'historien anglais Benedict Anderson perçoit bien cependant l'idée dont le livre d'Olivier Nguema Akwe est lui-même un des signes avant-coureurs, une double idée en l'occurrence. Celle d'une affinité intime et profonde entre l'anarchisme et la diversité, et la complexité infinie des cultures et des expérimentations humaines, leur capacité à composer et recomposer sans cesse de manière singulière toutes les pratiques et tous les éléments matériels et culturels disponibles. Mais aussi, historiquement cette fois, la façon dont le refus de l'exploitation et de l'oppression coloniale a pu prendre sens quelque temps dans une inspiration libertaire beaucoup plus large, au centre comme à la périphérie de la domination capitaliste, dans la résistance des populations colonisées comme dans les vastes mouvements de révolte ouvrière, au cœur même des puissances coloniales en voie d'industrialisation. Et ceci avant que la chape de plomb et les impasses des modèles et des représentations étatiques et nationalistes ne viennent partout travestir et interdire toute véritable émancipation. L'anarchisme est apparu au XIXe siècle, en Europe. Et on perçoit mieux avec le temps, en quoi, de par son lieu, son époque et sa nature, il a constitué à l'échelle de l'ensemble des expérimentations humaines, une alternative radicale au monde où il naissait, l'affirmation et l'espérance d'une altérité à la fois intérieure et extérieure, dans les soutes et les coursives de l'Europe et des Amériques comme dans l'intensité des résistances à l'impérialisme et aux dominations des entreprises coloniales. Pendant que les Fangs du Gabon et d'ailleurs, aux côtés de beaucoup d'autres et de multiples façons, mobilisaient tout leur savoir magique et guerrier pour résister à la domination française, des millions d'ouvriers, un peu partout dans le monde, déracinés de leurs bourgs et de leurs villages et soumis en masse à l'exploitation de l'industrie naissante, s'efforçaient eux aussi d'en briser les ressorts, d'inventer d'autres savoirs et d'autres rapports fondés sur l'égalité, la libre association, l'autonomie et le refus de toute domination. Entre lutte ouvrière et lutte contre l'impérialisme et le colonialisme, la rencontre a donc failli se faire. Et de cette possibilité il existe des traces. Benedict Anderson en explore quelques-unes principalement sur le terrain de l'imaginaire et de la littérature. Il y en a d'autres beaucoup plus pratiques et concrètes. Louise Michel en Nouvelle-Calédonie prenant le parti des Kanaks dans la révolte de 1878,
l'anarchiste et le révolutionnaire italien Malatesta, partant en Égypte en 1882, pour participer au soulèvement contre les colonisateurs britanniques, ou encore les luttes et la prise de conscience des anarcho-syndicalistes face à l'impérialisme espagnol au Maroc, en 1909 et au début des années 20. La rencontre aurait pu se faire, mais ce ne fut pas le cas, par manque de temps et pour de multiples raisons, dont le premier conflit mondial qui, partout dans le monde justement, devait mettre un terme à l'anarchisme ouvrier. Malgré l'intensité de leur résistance, les Fangs furent vaincus par une armée en partie composée d'ouvriers et de fils d'ouvriers enrégimentés dans les mensonges nationalistes et impérialistes de l'aventure coloniale et de l'école de Jules Ferry. Ils furent cruellement vaincus, comme le furent les syndicalistes révolutionnaires, IWW, de l'Amérique du Nord en 1917, et avec eux leur tentative étonnante de construire un mouvement émancipateur ouvert à tous les aspects de la culture, à tous les êtres humains quelles que soient leurs origines, leur sexe ou leur couleur de peau. Ils furent vaincus comme devaient l'être 20 ans plus tard et tout aussi cruellement, les anarcho-syndicalistes espagnols écrasés sous les coups des fascistes et d'une armée en partie composée de mercenaires marocains, ces Marocains que les ouvriers espagnols pouvaient alors amèrement regretter de ne pas avoir davantage soutenu dans leur lutte commune pour la liberté. Dans cette rencontre avortée entre anarchisme et lutte anticoloniale et anti-impérialiste, il ne s'agit pas pour autant d'histoire ancienne, comme le montre, sur le terrain de l'anthropologie, le livre d'Olivier Nguema Akwe. Ce qui était vrai hier l'est encore aujourd'hui, deux choses principalement. L'existence absurde et mensongère d'un ordre et d'une logique explicative hégémonique et réductrice, prétendant vainement se soumettre la totalité de ce qui est. La richesse infinie d'une réalité humaine et cosmique, disaient Reclus et Malatesta, qui échappe à cet ordre, qui le menace sans cesse et qui porte en elle-même, dans sa diversité et dans sa capacité infinie de rencontres, d'associations et d'agencements nouveaux et improbables, la possibilité des apostrophes. Un monde radicalement différent. Léel Colson. Professeur des universités. Université Jean Monnet. Avant-propos. Le présent ouvrage est le fruit de notre observation participante et de notre formation universitaire, qui a abouti à la soutenance d'un Master 2 Recherche d'anthropologie soutenu à l'Université Lumière Lyon 2. Le présent ouvrage porte sur l'analyse du rapport entre la sorcellerie du Messing, lutte traditionnelle Fang, et la pratique des arts martiaux au Gabon. Cette étude porte exclusivement sur l'ethnoculture Fang, A75 dans la classification de Guthrie 1958, voire carte, du nord du Gabon. Cette question met en jeu un double champ théorique. Celui des études portant sur les processus sorcellaires, et celui des travaux dédiés au concept des techniques du corps. Cet ouvrage est donc une mise en rapport entre l'utilisation du Messing ou art martial Fang, et celle des arts martiaux importés d'Asie tels que pratiqués au Gabon par des Fang du Wollo-Ntem. Seulement, parce que ce travail interroge les phénomènes symboliques et imaginaires, cela nous impose une certaine prudence, laquelle doit être exclusivement scientifique. Aussi, nous sommes-nous efforcés de nous départir des conceptions subjectives, et celles qui portent sur l'abstrait et ensuite sur le contenu des récits de nos interlocuteurs. Car beaucoup reste à dire sur la question. Exergue. La sorcellerie est une tradition primordiale de l'humanité, car dans la nuit des temps, un homme hirsute couvert des peaux de bête achève sur une paroi rocheuse la représentation d'un oracli. Le premier acte magique est posé. La sorcellerie est née. Julien Thondriau, L'occultisme, Paris, Mouton, 1964. Introduction. Nous n'avons donc pas de raison de supposer chez les Africains quelque chose de spécifiquement différent au point de vue logique de ce qui se passe chez nous. Il suffit de savoir que les croyances et les expériences mystiques communes à son groupe rendent raison de ses paroles et de ses actes. Une fois données leurs idées de la spiritualité, de la guerre, de l'anormal, de la mort, de la puissance et des maléfices des sorciers, le reste s'ensuit. Lucien Lévy-Bruhl, Les Carnets, Paris Puf, 1949, page 58. Le sujet de notre livre porte sur une analyse du rapport entre la sorcellerie du Messing et la pratique des arts martiaux au Gabon. Cette étude porte exclusivement sur l'ethnie Fang du nord du Gabon. Pour l'essentiel,
Le peuple Fang est un peuple négro-africain que l'on retrouve aujourd'hui en Afrique centrale. On le rencontre au Cameroun, au Congo, au Gabon II, en Guinée équatoriale et même en République du Sao Tomé. La structure interne du peuple Fang se présente de la manière suivante. Au sommet de la pyramide se situe l'ethnie Fang. Celle-ci se divise en principaux sous-groupes ou haillons, notamment Mvayen, Me accent aigu Ke accent circonflexe, Ntumu, Betsi, Nzaman, Boulou, Mekien, Oka, Keton, Ewondo, etc. Les sous-groupes à leur tour se divisent en tribus telles que Agonaveain, Esabok, Nkojain, Efaka, Yenzok et Sangui ou Ojip. Les tribus se scindent quant à elles en clans ou Ndéabo, parmi lesquels le MVOC qui a pour sens famille élargie. Ce lien entre les arts martiaux et de la sorcellerie met en jeu un double champ théorique. Celui des études portant sur les processus sorcellaires, et celui des travaux dédiés au concept des techniques du corps. La perspective qui résulte de la mise en convergence des deux domaines d'études est cependant inédite. Certains aspects de cette question ont été abordés par un certain nombre d'auteurs, qui en ont relevé des aspects pertinents. Parmi ces auteurs, nous avons particulièrement tenu compte des travaux de Philippe Laburte-Tolra, 1985, qui fait état d'une dualité chez des guerriers africains. Il affirme que le guerrier Beti III, ethnie du Cameroun apparentée aux Fang, par le mébia, le fétiche, scelle une alliance avec toute autre conscience qui n'est pas humaine et qui constitue son double. Georges Ballandier en 1955 précisément chez le peuple Fang, montre aussi que l'expansion coloniale a transformé les Fang en conquérants contrariés dans leur développement des techniques de combat. Ludovic Mbanzeng IV en 2006 surenchérit en déclarant que l'Essénéia est un esprit de lutte que l'homme met à son service. Ainsi, notre travail de recherche vise à expliciter les modalités d'inclusion de cette sorcellerie dans la pratique des arts martiaux chez les Fang du Nord Gabon. Pour comprendre la pratique magique ou sorcellaire des arts martiaux dans le contexte actuel du Gabon, nous partirons des pratiques martiales indigènes telles que le messing des Fang. Dans le processus du métissage, la pratique des arts martiaux asiatiques est fortement influencée par la pratique autochtone, le messing. En effet, l'utilisation de la magie ou fétiche, mébia, ou encore de sorcellerie, MBO, dans la pratique des arts martiaux implique chez les Fang un système de représentation et de pratique spécifiques qui place l'homme au centre du monde et de l'univers. Notre étude est une mise en rapport entre l'utilisation du messing ou art martial Fang et celle des arts martiaux importés d'Asie. Cette mise en rapport part d'un constat. Les adeptes des différentes pratiques traditionnelles arrivent à réaliser des prouesses analogues à celles réalisées par les pratiquants d'arts martiaux asiatiques dans l'accomplissement de leurs œuvres. Il s'agit notamment de la réalisation de la lévitation 5, des cases 6, des coupes 7 et des sauts de haute voltige 8. Notons que pour les Asiatiques, ces prouesses sont le plus souvent le résultat d'un très long apprentissage de l'équilibre des forces naturelles. Les Asiatiques considèrent que le corps serait le résultat de l'harmonie des 3 éléments intérieurs et 3 extérieurs, 9, d'après Kim Min-ho. Sachant que la conception selon laquelle la sorcellerie serait à l'origine de toute activité physique est présente dans la mentalité Fang, nous voulons donc comprendre la relation existant entre cette dernière et la pratique des arts martiaux importés d'Asie. Généralement le mot bia, magie ou sorcellerie, renvoie à deux réalités, celle d'un support thérapeutique, quand il s'agit notamment de sauver une vie humaine, et celle d'un support magique. Dans le cadre du messing, le bia est à la base de la transformation des potentialités sportives des pratiquants Fang. Les rituels d'acquisition de force sorcellaire se pratiquent avec des objets précis dont seuls les adeptes connaissent le sens. Le bia est souvent perçu chez les Fang comme un élément incontournable, voire fondamental de toute activité socioculturelle. De ce fait, il semble être incontournable dans l'émergence de la personnalité. L'association du bia et du messing ou la pratique des arts martiaux sorcellaires est employée par les pratiquants initiés au rite des arts de la guerre, tels que Iyala Mboloso Ojen, Bediulu, Abere Akan ou Ayaneyan 10. Cette pratique permet d'accroître les capacités physiques et spirituelles du pratiquant et de le rendre indomptable par l'acquisition de réflexes de la rapidité, de l'agressivité et du blindage 11. La littérature anthropologique et de manière générale, le problème de la puissance occulte donc de la sorcellerie se traite différemment de la conception pionnière inaugurée par Evans Pritchard. En effet,
Dès 1937, les anthropologues tendaient majoritairement à localiser les rituels sorciers en sein des sociétés rurales dites traditionnelles, et à expliquer la fonction par la nécessité du maintien de l'harmonie. Cette approche fonctionnaliste a pour conséquence de rétrécir le champ d'analyse du phénomène de la sorcellerie. Au cours des années 1990, le renouveau des études scientifiques ayant pris également sa source parmi les anthropologues et les sociologues, met en relief la vitalité de la sorcellerie au sein des instances les plus modernes des sociétés africaines 12. Pour mieux s'imprégner de la réalité de notre objet d'étude, nous avons mené une enquête de terrain sur les questions liées au messing et aux arts martiaux. Pour ce qui est de la pratique ancestrale Fang, c'est-à-dire le messing, nous avons basé premièrement notre enquête à Oyem, nord du Gabon, du 02 au 28 mars 2006 et du 24 mars au 30 juin 2007 avec un échantillon de 47 personnes composé de 36 hommes et 11 femmes. Nous y avons rencontré des interlocuteurs qui nous ont évoqué l'art du messing relié à la présence de la force occulte, donc de la sorcellerie, ou Esseneya. Ils nous sont également relatés sa transmission dans le processus de transformation de la personnalité de base, de l'initié. Par la suite, nous nous sommes rendus à Libreville, capitale politique du Gabon, avec un échantillon de 28 personnes dont une femme et 27 hommes. Les personnes interrogées sont pour la plupart des maîtres d'arts martiaux et certains pratiquants de renom, d'ethnie Fang et originaires du Nord Gabon. Ils nous ont expliqué le mécanisme par lequel la sorcellerie sportive se déclenche sur le sportif, et surtout comment ce dernier percevait son pouvoir. Cette zone d'étude nous a ainsi permis d'assister à quelques démonstrations de messing et de la pratique sorcellaire des arts martiaux. Les résultats obtenus avec l'enquête de terrain sont représentés dans l'histogramme suivant. Figure 1A, répartition par sexe des interlocuteurs. Figure 1B, répartition par âge des interlocuteurs. Conception et réalisation Nguema, Akwe Olivier P. L'intérêt des histogrammes est de mieux nous informer sur la population qui a été ciblée par l'enquête de terrain. Ainsi, la figure-là représente la répartition par sexe des enquêtés sous forme d'histogramme. L'enquête effectuée portait sur des questions en rapport avec la transformation de la personnalité liée au messing et de la pratique sorcellaire des arts martiaux. Ce premier histogramme montre le nombre élevé des hommes par rapport aux femmes interrogées sur le sujet. Ce qui peut se traduire par une maîtrise de l'information relative à la sorcellerie du messing par les hommes. Cela se justifie quand on sait la place réservée à chaque sexe au sein de nos sociétés dites traditionnelles. Cette division traditionnelle du travail par sexe fait en sorte que les hommes dans leur grande majorité étaient destinés à combattre. Notons que les connaissances relatives à cette discipline guerrière n'étaient transmissibles qu'aux initiés et à quelques rares personnes fréquentant le corps de garde, Abaa, 13. La figure 2 représente la répartition par âge des enquêtés en histogramme. Cette répartition tient compte des tranches d'âge allant de 50 à 70 ans. On remarque une différence nette d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Les femmes semblent plus résister au temps par rapport aux hommes. Cela s'expliquerait toujours grâce à la division traditionnelle du travail. Les hommes ont toujours eu les travaux les plus ardus tels que défricher, abattre les arbres pour les champs, ou couper du gros bois pour le corps de garde. De tels travaux affaiblissent l'organisme rapidement. Telles seraient en partie les causes liées à la mortalité prématurée des hommes. À cela s'ajoutent l'alcool et le tabac qu'ils consomment régulièrement, et en grande quantité. Nos interlocuteurs nous ont fait comprendre que le messing tout comme les arts martiaux se répartissent en deux genres. Le premier genre est l'art simple ou naturel, innocent, et le second l'art sorcier. Chacun de ces deux types de combats obéit à une formation physiologique de base commune. La différence se situe au niveau de l'initiation pour distinguer le naturel du surnaturel. Nous avons utilisé comme technique de collecte de données, la méthode par entretien, des enregistrements audiophoniques, des photographies faites sur les messing et les pratiquants d'arts martiaux. La localisation de la zone d'enquête est représentée sur les cartes 1A et B, 2A et B ci-dessous. Carte 1A. 4A, 1B. Les cartes 1A et 1B circonscrivent la première zone d'enquête au Gabon. La carte là nous présente la province du Wolle-Ntem d'où sont issus les Fang interrogés par rapport à notre étude.
La carte 1B, elle, représente la localisation des quartiers d'enquête dans la ville d'Oyem, à savoir Tugu-Tugu, Adzugu, Ngoema et Eyenasi. C'est dans ces quartiers que nous avons interrogé 47 personnes, les maîtres initiateurs et lutteurs de Messing. Carte 2A. 4A et 2B. Les cartes 2A et 2B présentent la seconde zone d'étude, à savoir la province de l'Estuaire pour la carte 1A. La ville de Libreville pour la carte 2B. C'est dans cette ville que nous avons assisté à des démonstrations d'arts martiaux et de combats de lutte traditionnels. Nous y avons également interrogé 28 personnes, maîtres et pratiquants d'arts martiaux, dans cette ville notamment au quartier Olumi, Akebe Plaine, Mindoubé, Mélène, Alibading, Charbonnage, Nzengayong, Akurunam, Louis et Léo de Guégué. Notre problématique va s'intéresser aux propriétés mystiques ou occultes du Messing dans la pratique des arts martiaux, en tant que comportement pourvoyeur de forces physiques et spirituelles à travers l'essénéa, esprit ou pouvoir. Nous cherchons aussi à comprendre comment mais surtout pourquoi ces pratiquants introduisent-ils le pouvoir de la magie, Mébia, dans la pratique contemporaine des arts martiaux, au lieu de s'accorder au long processus d'apprentissage des principes de l'équilibre des forces naturelles comme le font les Asiatiques. Comment en effet, l'essénéa arrive-t-il à modifier le comportement du pratiquant? Quelles sont les manifestations de l'essénéa pendant le combat? Nous entendons apporter des réponses à ces interrogations, grâce à l'analyse et à l'interprétation des données recueillies sur le terrain au moyen de l'observation directe et du guide d'entretien. Pour conduire notre étude et pour énoncer nos hypothèses de recherche, nous allons établir un rapport entre le culturalisme parce qu'il comporte le processus de transmission d'une culture singulière 14, et la théorie dynamique parce que toute société est soumise à des changements sociaux avec le processus de globalisation. Notre première hypothèse est de dire que si chez les Fang, la transposition culturelle du Messing s'infiltre dans la pratique contemporaine des arts martiaux à travers l'essénéa, c'est que ces derniers pensent sûrement que les arts martiaux importés ne sont que le prolongement de la pratique du Messing, d'où la compatibilité par des techniques de combat. De même, ils estimeraient que l'art martial asiatique n'est que le Messing sous une autre forme purgée de son pilier central qui est l'essénéa qu'ils veulent restaurer. Si tel est le cas, l'essénéa du Messing se révèle alors être un aspect positif non seulement pour le sportif lui-même mais aussi pour l'implantation des arts martiaux chez les Fang du Gabon. La deuxième hypothèse est que dès lors que l'on peut transposer le pouvoir du Messing, essénéa, dans la pratique des arts martiaux, nous avons alors la preuve qu'il existerait selon la conception Fang dans les arts de la guerre un agent déterminant de la puissance martiale que tout pratiquant porterait et apporterait en naissant. Il revient simplement à la société le rôle de l'éveiller et de le façonner en fonction de son art, ou discipline sportive, ou autres activités. En abordant le thème des forces sorcellaires dans la pratique des arts martiaux et la lutte traditionnelle Fang, nous avons voulu montrer que les forces occultes constituent le support de toute valeur pour asseoir la personnalité du NSING, ou lutteur. Chez les Fang, la pratique du Messing ou des arts martiaux s'actualise avec leur évolution culturelle. Ce faisant, ce peuple réinterprète sa culture en fonction de la dynamique sociale actuelle amorcée depuis la colonisation. Lexique. La nécessité d'expliquer au début de ce mémoire les différents concepts qui composent la sorcellerie Fang est d'un intérêt capital. Leur compréhension détermine la cohérence de l'ensemble du sujet traité. En effet, seul le déploiement de tous les concepts endogènes Fang relatifs au Messing permettra de mesurer sa sphère d'influence réelle dans la pratique des arts martiaux au Gabon. Messing. Étymologiquement, Messing provient du verbe assing lutter, qui dérive du terme assing, haïr, détester. Messing lutte dérive ainsi de zing haine. Par glissement, c'est la haine, zing ou sing, qui entraîne la lutte, assing. Cette haine va donc entraîner la personne à assing, lutter, contre la personne haïe. Le Messing peut ainsi se pratiquer dans le Meiran, sorte de bagarre de rue, sans aucune technique de frappe élaborée et spécifiée. Le Messing, d'après Tsira Ndongen Deutum dans le Mvet, n'est autre chose que la volonté de la pratique déterminante des méthodes de combat traditionnelles 15. À l'origine, le Messing était d'après Tsira Ndongen Deutum 16 une activité guerrière et réservée spécialement aux... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.